aurait pu s'intituler, puisque c'est pas Donald Trump qui va rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est plutôt la construction de ce nouveau projet qui rendra sa grandeur à l'Amérique. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Euh, c'est un projet spatial qui a occupé 50% de mon temps pendant ma thèse, qui continue à m'occuper pratiquement maintenant 70% de mon temps. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi on envoie ce télescope dans l'espace, à quoi ça sert. C'est souvent une question qu'on me pose. Et avant de vous parler de formation des galaxies, qu'est-ce qu'on va apprendre avec ce télescope sur la formation des galaxies, je vais vous montrer pourquoi on a changé de stratégie par rapport à Hubble. Je vais surtout vous montrer qu'en fait, ce télescope, ce n'est pas complètement le successeur de Hubble, c'est surtout le successeur de l'astronomie infrarouge. Donc je vais essayer de vous montrer d'abord pourquoi on veut construire un télescope beaucoup plus gros que Hubble, à quoi ça sert, et surtout pourquoi on fait de l'astronomie infrarouge. Vous allez voir que on apprend en regardant l'univers dans l'infrarouge, on a une vision complètement différente de l'univers, et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors je ne peux pas couvrir tous les sujets scientifiques sur lesquels on va faire une avancée avec ce télescope, et j'en ai choisi un qui m'anime, et c'est le sujet que je connais le mieux. Donc je vais me focaliser sur les galaxies. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur la formation des galaxies? C'est une des grandes questions aujourd'hui en astrophysique, c'est comment on est passé du Big Bang aux galaxies, en fait, à ces grumeaux qu'on voit dans l'univers aujourd'hui. Alors je vous montre cette image parce que ce télescope James Webb, on le présente souvent comme le successeur de ce télescope. Tout le monde connaît, je pense, ce télescope, c'est le télescope spatial Hubble. C'est un miroir de 2 mètres de diamètre qui a été lancé en 90, ça a fait sa 27e année dans l'espace, et il va continuer à travailler, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard, il va continuer à travailler pendant le lancement de James Webb. Le télescope James Webb, je vous le rappelle, n'est pas encore lancé, on est en train de finir de le construire, de finir de le tester, et je vais essayer de vous montrer finalement pourquoi ce télescope ne suffit pas. On a appris énormément de choses avec ce télescope, je vais vous en parler, mais on a eu une vision biaisée, et parce qu'on a regardé le spectre électromagnétique avec ce télescope dans un tout petit domaine, finalement. Alors, une des raisons pour ça, pourquoi on veut construire des télescopes de plus en plus gros, c'est parce qu'on veut remonter loin dans le passé. Vous savez sûrement que parce que la vitesse de la lumière est finie, les télescopes, pour un astronome, c'est des machines à remonter le temps. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction, on est vraiment dans la science. Si on collecte des photons de lumière qui ont une vitesse finie, on regarde l'état des objets tels qu'ils étaient dans le passé. Quand je vois une galaxie qui est située à 100 millions d'années-lumière, je la vois telle qu'elle était il y a 100 millions d'années. Et en fait, avec Hubble, on a remonté le passé. Vous savez peut-être que l'univers a 13 milliards d'années. Donc ça, c'est un graphique qui vous montre, ça c'est aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, dans l'univers proche, aujourd'hui, on observe des galaxies proches, des grandes galaxies qu'on voit quand on zoome sur elles avec les télescopes. Et puis, plus on collecte des photons lointains dans le passé, plus je remonte loin dans le passé, plus je regarde loin dans l'univers, et bien plus je remonte, je rembobine le film de l'histoire de l'univers. Et le métier d'astrophysicien, c'est un métier d'archéologue, c'est un métier d'historien. On cherche à rembobiner le film pour comprendre comment a évolué l'univers, comment se sont formées les galaxies notamment. Alors avec Hubble, on a remonté extrêmement lointain dans le passé quand même, quand on a fait les champs profonds, ce qu'on appelle les champs profonds, c'est des images, on laisse Hubble prendre une photo pendant très longtemps. C'est une photo à très grande exposition, c'est ce qu'on appelle un champ profond. On a laissé Hubble pendant 11 jours, on a accumulé la lumière d'un tout petit carré de ciel, je vais vous le montrer, ça s'appelle le Hubble Deep Field, le champ profond d'Hubble, et on est remonté avec ce Deep Field jusqu'à à peu près 480 millions d'années. Pour les experts, ça correspond à un décalage vers le rouge, je vais vous en parler
d'à peu près 8, 9, 10, d'accord? On est remonté extrêmement lointain quand l'univers était un bébé, hein, 480 millions d'années, c'est rien du tout par rapport à 13 milliards d'années. Mais on n'est pas remonté, on ne peut pas, et je vais vous montrer pourquoi, on ne peut pas remonter plus loin avec ce télescope, et on ne peut pas voir les premières galaxies. Les premières briques de base de l'univers, hein, les galaxies, c'est ces ensembles d'étoiles, de gaz, de poussière qui vivent ensemble, eh bien on ne peut pas voir les phases de formation de ces galaxies. Et répondre à la question de formation des galaxies, c'est un peu replacer notre propre, souvent on pose la question à quoi ça sert, tout ça, c'est souvent replacer notre propre existence, notre propre statut dans l'univers. Donc à chaque fois qu'on envoie un nouveau télescope dans l'espace, eh bien on remet en cause un petit peu, on rebat les cartes finalement sur notre place dans l'univers et sur comment se sont formées les structures dans l'univers. Donc avec ce télescope, je vais essayer de vous montrer comment on va pouvoir remonter loin dans le passé. Est-ce qu'on va pouvoir voir ces fameuses premières galaxies? Ce n'est pas si évident que ça, même avec James Webb, je vais vous le montrer. Donc les galaxies proches, les galaxies lointaines, et puis cette phase de formation des galaxies qui est ici loin dans le passé. Alors, ça c'est un petit film qui vous montre plus gros pour voir plus loin. Ça c'est la taille du miroir Hubble, 2,4 mètres. Et ça, c'est la taille du miroir qu'on va envoyer dans l'espace, 6,5 mètres de diamètre. C'est le plus gros miroir qui va être envoyé dans l'espace. Alors pourquoi c'est plus gros? Eh bien, si on veut remonter plus loin dans le passé, évidemment, les objets qu'on veut voir sont beaucoup plus faibles. Ils ont une brillance beaucoup plus faible, donc il faut collecter plus de lumière. Donc la première réponse à cette question, elle est extrêmement simple. Vous savez, si vous êtes astronome amateur, hein, plus le diamètre de votre télescope est gros, et bien plus vous allez collecter de lumière, donc plus vous allez pouvoir voir des objets faibles. C'est la première réponse. Alors ça, c'est notre Voie lactée. Hein, vous connaissez l'image de cette Voie lactée qui est prise dans le pôle sud ici. C'est l'image de notre galaxie sur le ciel. Et puis ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est que si on zoome avec le télescope spatial Hubble, si on zoome sur une toute petite portion du ciel, hein, beaucoup plus petite qu'en fait la taille de la Lune correspondant sur le ciel, donc là je regarde une toute petite portion de ciel, eh bien je vois ça. Ça c'est ce fameux champ profond d'Hubble, c'est 11 jours, c'est une photo prise pendant 11 jours avec le télescope spatial, et tout ce que vous voyez là, à part quelques étoiles qui appartiennent à notre Voie lactée, à notre propre galaxie, tous ces petits points-là, ce sont des galaxies. Il y a à peu près 300 à 500 milliards de galaxies dans l'univers, qui contiennent elles-mêmes 300-400 milliards d'étoiles. Tous ces points que vous voyez, et puis ces structures étendues, là on voit des galaxies plus proches, on voit même des galaxies en interaction, des groupes de galaxies qui dansent ensemble, qui s'assemblent ensemble, qui fusionnent en fait entre elles. Eh bien, tout ça, ce sont des galaxies. Alors, et certaines de ces galaxies sont parmi les galaxies que je vous ai montrées avant à 480 millions d'années. Qu'est-ce qu'on va voir avec James Webb? On fait des modèles, on fait des prédictions. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec Hubble. Et voilà ce qu'on s'attend à voir avec James Webb. D'accord? Est-ce que ça vous paraît spectaculaire? Ça vous paraît un grand bond en avant? Ça vous paraît... est-ce que ça vaut le coup de passer 9 milliards, de dépenser 9 milliards de dollars pour entre ça et ça? Ouais, hein? Non, en fait, quand on voit cette image, on se dit, bon, c'est pas si évident que ça, d'accord? Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que le télescope, et c'est ce que je vous ai montré, le télescope James Webb, il ne va pas regarder le même domaine du spectre électromagnétique. Il va regarder dans l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, on voit des détails à un même diamètre donné, on voit des détails qui sont bien moindres, parce que la longueur d'onde augmente. Je vais en parler juste après. D'accord? Donc, ça, c'est pas très juste de comparer cette image-là à l'image d'avant. En fait, c'est un bond en avant terrible, et je vais vous le montrer juste après. D'accord? Mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on s'attend à voir, mais dans l'infrarouge. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'on va voir à peu près des détails encore plus fins avec ce télescope dans l'infrarouge qu'on voyait dans le domaine visible, dans l'optique avec notre propre œil. Et ça va apporter, vous allez voir,
un progrès incroyable sur les questions des galaxies. D'accord ? Donc, en fait, 9 milliards, ça paraît beaucoup, mais ramené à ceux qui payent des impôts aux États-Unis et en Europe, c'est à peu près le prix d'une tasse de café, quoi. D'accord ? Donc ça vaut le coup, ouais, ça vaut le coup. Donc, je vous ai parlé des limitations. Première limitation d'Hubble, vous vous rappelez le diamètre du miroir, on ne voit pas suffisamment loin. La deuxième limitation, c'est exactement ce que je vous disais avant. Ça, c'est. Alors, vous effrayez pas trop, j'ai essayé de vous mettre des diagrammes hyper simples. Hein. L'exposé précédent sur Saturne était fascinant, mais vous avez vu des graphes super compliqués. Là, je vais essayer d'être hyper simple. D'accord ? Donc ça, c'est la lumière. Vous savez que la lumière, elle vient différent. Il y a différentes saveurs dans la lumière. Il y a les ondes micro-ondes avec lesquelles vous cuisinez. Il y a les X-rays, les rayons X pour les radios du corps humain. Et ce qu'on voit, nous, avec notre œil, et ce que voyait Hubble, c'est une toute petite partie, infime, de toute la gamme, de toutes les saveurs de lumière qui existent dans l'univers. D'accord ? Alors, plus on va vers la gauche, ici, plus la longueur d'onde, l'espace entre deux petites bosses ici, ça c'est ce qui représente la vibration électromagnétique de la lumière, plus on va vers la gauche, plus on regarde du gaz qui a une température forte, élevée, plus on va, donc ces longueurs d'onde plus petites, plus l'énergie est grande, ça c'est un truc, essayez de vous rappeler ce petit diagramme pour toute la suite de l'exposé, et puis plus on va vers la droite, plus on regarde du gaz froid, plus l'énergie de cette lumière est basse. D'accord ? Et le télescope James Webb, il va avoir un domaine de longueur d'onde très complémentaire, puisqu'il va observer dans l'infrarouge, et je vais vous montrer l'intérêt maintenant de regarder dans l'infrarouge. Donc finalement, ça c'est un graphique un peu compliqué, mais qui vous résume finalement ce qu'on va gagner avec le télescope James Webb Ça, c'est un peu un graphe qui résume un peu l'espace des découvertes, parce que ça montre, plus vous montez ici, plus l'aire collectrice du miroir est grande, donc plus vous collectez de lumière, plus vous êtes puissant pour remonter dans le passé. Et puis ici à droite, c'est la longueur d'onde dont je vous parlais avant. Le télescope spatial dans le domaine visible, mais aussi un petit peu dans l'infrarouge, hein, finalement, je vais vous en parler. Au-delà d'un micron, notre œil ne peut plus voir, enfin, au-delà de 800 nanomètres, en fait, on ne voit plus. Donc, Hubble, c'est faux de dire que c'était uniquement dans le visible. Ça voyait un petit peu dans l'infrarouge, je vais vous en parler après. Mais finalement, on va gagner énormément en surface collectrice avec ce télescope, mais on va surtout étendre le domaine de longueur d'onde dans l'infrarouge. Un des prédécesseurs de ce télescope, finalement, ce n'est pas tellement le télescope spatial Hubble. Il faut le comparer à une même longueur d'onde donnée, si vous voulez comparer. Alors, je vais faire des comparaisons avec Hubble ici, mais je vais faire des comparaisons à grande longueur d'onde. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est le gaz froid, c'est ce qui nous intéresse en fait pour la formation des étoiles et des galaxies. Donc, si on compare Spitzer, le satellite Spitzer qui a fini sa mise en service en 2003, eh bien, on a une aire collectrice très différente. D'accord ? Et je vais vous montrer en fait qu'il faut comparer des images à longueur d'onde comparable. Sinon, on compare des choux avec des pommes. D'accord ? Et là, voilà cette comparaison. Ce télescope Spitzer a une longueur d'onde de 10 microns, d'accord, dans l'infrarouge. Eh bien, là, voilà cette comparaison. Et là, on voit tout de suite, hein, vous avez des yeux plus grands, donc vous voyez tout de suite un niveau de détail qui est extrêmement plus spectaculaire que la comparaison dont je vous ai parlé avant. D'accord ? Regardez aussi le temps d'exposition. 90 000 secondes, ça c'est une photo qui a été prise avec Spitzer pendant 90 000 secondes, et avec 1000 secondes, avec James Webb, on va à peu près à la même profondeur, on voit des objets de la même brillance, d'accord ? Donc c'est vraiment spectaculaire. Alors l'infrarouge, l'intérêt de l'infrarouge, c'est qu'on peut voir à travers la poussière du milieu interstellaire. Je vais vous en parler un petit peu après, on vous en a parlé juste avant pour Saturne. On voit plein de poussière dans le gaz, et cette poussière, elle a un rôle fondamental, mais elle bloque la lumière visible. D'accord ? Si vous êtes dans le brouillard, vous avez un brouillard opaque ou de la pollution, si vous avez de la lumière qui vient, eh bien ça va être bloqué, cette lumière va être bloquée, et vous n'allez pas voir à travers ce brouillard. L'intérêt d'aller dans l'infrarouge, plus la longueur d'onde augmente, plus on peut passer à travers ce brouillard. D'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, ça, c'est ce que vous voyez dans le noir en lumière visible. Alors, je ne sais pas si vous voyez vous ou le chat, bon, je sais pas trop. Mais dans l'infrarouge, voilà ce qu'on voit. D'accord ? Dans l'infrarouge, à peu près 6 microns, donc une longueur d'onde comparable à laquelle on va observer avec James Webb, on voit en fait ces rayons infrarouges nous renseignent sur la température des corps. Nous, humains, on émet de l'infrarouge, comme vous voyez ici. Là, vous voyez qu'il a un peu le nez froid, les lunettes sont froides, la peau est plus chaude, les cols de chemise sont un petit peu plus froids, d'accord ? Et vous voyez la température, là, entre 25, le corps est à peu près à 35, 37 degrés, d'accord ? Les yeux du chat sont très chauds, d'accord ? Et le nez est très froid, ok ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas ça, c'est surtout que ces rayons infrarouges, on ne les voit pas, nous, dans le domaine visible de notre œil. Ils caractérisent la température, donc plus je vais à longueur d'onde grande, 10, 20, 100 microns, plus je vois du gaz, des objets froids, et ça, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant, et puis on est capable de traverser certaines surfaces opaques. Alors, pour illustrer ça, je vous montre une des images qui a été prise avec Hubble dans la nébuleuse de l'Aigle, une image spectaculaire qui est une pouponnière d'étoiles. Ça, c'est une pouponnière d'étoiles, c'est un nuage de gaz et de poussière dans lequel se forment les étoiles. Et ça, c'est ce que vous voyez avec le télescope Hubble dans le visible, donc même longueur d'onde que vos yeux. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on se décale un tout petit peu en longueur d'onde ? Quand on a amélioré Hubble, on a envoyé des astronautes dans l'espace pour mettre une autre caméra de dernière génération sur Hubble qui allait regarder un tout petit peu dans l'infrarouge. Donc là, on peut faire notre comparaison. On va dans l'infrarouge et voilà ce qu'on voit. Donc je vais repasser un tout petit peu ça, je vais vous montrer un film après. On voit quelque chose de complètement différent. Alors on voit, c'est beaucoup plus sensible, on voit toute une population d'étoiles déjà qu'on ne voyait pas avant, des étoiles plus froides, d'accord ? Mais on voit aussi à travers, regardez là, c'est complètement opaque, et on peut voir à travers ce gaz parce que ces rayons infrarouges passent à travers cette poussière. D'accord ? Donc on voit une vision complètement différente, complètement complémentaire. D'accord ? Alors ça, c'est la comparaison des deux, mais là, je vous montre un petit film qui est spectaculaire. Ces nuages de gaz, ils sont importants, je vais en parler par la suite, parce que pour former des étoiles, il faut que le gaz se refroidisse, il faut qu'il s'effondre sur lui-même pour qu'il y ait une température. Quand je comprime un ballon, petit à petit, pour qu'il se comprime déjà le gaz, il faut qu'il se refroidisse sur lui-même. Et ensuite, pour former une étoile, il faut que la compression soit suffisamment forte pour que là, la température se mette soudain à augmenter et allumer les réactions thermonucléaires. Donc, en fait, finalement, regarder dans l'infrarouge, c'est regarder la phase de formation de ces étoiles. On voit les nuages à partir desquels se forment les étoiles. Et ça, c'est un renseignement complètement complémentaire de voir les étoiles. On voit pratiquement plus les étoiles à l'intérieur de ces nuages, mais on voit le gaz à partir duquel se sont formées ces étoiles. D'accord ? Donc, observer dans l'infrarouge pour voir où naissent les étoiles, ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez, en fait. Et quand je zoome sur une autre nébuleuse, la nébuleuse d'Orion, que beaucoup d'astronomes amateurs connaissent, eh bien là, ces nuages, c'est la même chose, c'est un peu le même genre de nuages dont je vous ai parlé avant. Eh bien, quand je zoome, je vois ces nuages à partir duquel se forment les étoiles. Et le gaz en rouge ici, eh bien, c'est le gaz que je vois dans l'infrarouge. C'est ce gaz moléculaire, la molécule la plus simple dans l'univers, c'est le dihydrogène. Et c'est ce gaz à partir duquel se forment les étoiles. D'accord ? Donc les étoiles se forment dans des nuages de gaz géants, des nuages de gaz froid qu'on ne peut voir qu'en infrarouge. D'accord ? Alors, un des gros intérêts d'aller dans l'infrarouge aussi, et ce qu'on va pouvoir faire avec James Webb, c'est qu'on va pouvoir faire des cartes d'identité de ce gaz. On va pouvoir caractériser les molécules, la composition chimique de ce gaz. Et là, j'essaye de vous... ça, c'est pour faire plaisir un peu aux chimistes. Je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais c'est assez simple, finalement. Je prends de la lumière, d'accord ? Je la fais passer à travers un gaz et de la poussière. Cette lumière, elle a un certain... Je peux la décomposer en plusieurs longueurs d'onde. Je peux faire un spectre, d'accord ? Et qu'est-ce que je vois dans ce spectre une fois que la lumière a traversé ? Je vois des bandes noires. Ces bandes noires
Ce sont les longueurs d'onde à laquelle absorbent les molécules et la poussière de ce gaz. D'accord ? Dans ces longueurs d'onde-là, je vois ces traits. Eh bien, ces traits, c'est la carte d'identité du gaz. Ça nous dit quelles molécules il y a dans le gaz. Eh bien, le gros intérêt de James Webb, je ne vais pas en parler beaucoup là, mais ce qui excite beaucoup les astronomes aussi, c'est qu'on va pouvoir faire ça sur les exoplanètes. Et faire ça sur les exoplanètes, c'est caractériser, on va pouvoir caractériser les atmosphères d'exoplanètes. Si je prends une planète qui tourne autour d'une étoile, qui a une certaine atmosphère, eh bien c'est le même principe qu'ici. La lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère et je peux l'analyser. Et ça, c'est ce qui a été fait avec Hubble dans l'infrarouge, à 2 microns. À 2 microns, il y a la bande du méthane. Hein. Le méthane, c'est ce que relâchent les vaches hein, quand elles... OK ? Eh bien, c'est des molécules organiques. C'est aussi des briques de base potentiellement pour la vie. Eh bien, quand je fais un spectre, quand je regarde l'énergie en fonction de la longueur d'onde, je vois des bandes d'absorption, je vois des creux. Là où la lumière est absorbée, c'est là où la molécule a absorbé la lumière. D'accord ? Donc ça, c'est une carte d'identité du gaz, et ces creux me disent quel élément chimique je peux avoir. Alors, ça, c'est une illustration. Alors ça, c'est important. Ça vous illustre pourquoi on va aller dans l'infrarouge. Je vais faire une petite pause parce que c'est assez délicat, mais c'est fondamental pour la suite. D'accord ? Ce que vous voyez là, si je reviens en arrière, c'est que l'absorption n'est pas identique en fonction de la longueur d'onde. Si je me place à une certaine longueur d'onde donnée, l'absorption n'est pas la même qu'à une autre longueur d'onde. Donc en fonction de la longueur d'onde où je me place, dans mon spectre infrarouge, je ne vois pas la même absorption. Donc si la planète passe devant l'étoile, eh bien, la lumière de l'étoile ne va pas baisser de la même manière à cause de l'atmosphère si je me déplace dans une certaine gamme de longueur d'onde. Donc si j'arrive à faire la différence des deux lumières de l'étoile ou de la planète, et si j'arrive à analyser cette lumière avec James Webb, je vais pouvoir voir quelles molécules il y a dans telle atmosphère d'exoplanète. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord ? Si je suis capable de voir de l'eau, si je suis capable de voir telle ou telle molécule, ça va être un bond en avant, d'accord, pour caractériser ces planètes extrasolaires. Donc c'est aussi un des autres intérêts du James Webb Space Telescope, c'est d'aller voir dans l'infrarouge. Et là, c'est juste pour se la péter, mais c'est un spectre, c'est la même chose que je vous ai montré là, ou même juste avant. Eh bien, c'est cette carte d'identité qu'on va faire avec James Webb. Ça, c'est une simulation sur ordinateur, c'est un modèle de ce qu'on attend dans une atmosphère de type Mars ou Saturne. D'accord ? C'est ces bandes d'absorption, et vous voyez, nous on aime bien l'eau, hein. Quand on cherche des traces de vie, eh bien on aime bien l'eau. Eh bien vous voyez que dans la gamme de longueur d'onde du télescope spatial James Webb, eh bien il y a ces fameuses bandes de l'eau. Il y a aussi des molécules organiques, il y a le méthane dont j'ai parlé avant. Donc on va pouvoir faire ces cartes d'identité. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vais passer un petit peu maintenant aux galaxies, et je vais vous montrer ce qu'on rate. En fait, qu'est-ce qu'on rate si on ne regarde pas les galaxies dans l'infrarouge ? Et ça, c'est un exemple que j'ai pris. Ça, c'est... après ma femme, c'est mon deuxième amour, en fait. Hein. C'est le quintet de Stéphan, c'est une danse de galaxies. C'est des galaxies qui sont en interaction les unes des autres. Ça, c'est la photo prise par Hubble dans la lumière visible. Okay ? Ce que vous pourriez voir si vous aviez un œil de 2 mètres de diamètre. Donc des étoiles, essentiellement, vous ne voyez là que des étoiles. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et ça a été un des travaux qui m'a occupé pendant ma thèse. On a pris le télescope infrarouge qu'on avait à l'époque, Spitzer, 80 cm de diamètre, donc d'accord, un tout petit truc, et on l'a pointé là dans l'infrarouge. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ça. On a vu du gaz froid. Ce fameux gaz que vous voyez, dont je vous ai parlé avant, à partir duquel se forment les étoiles, eh bien on l'a vu. Mais est-ce qu'on l'a vu dans les galaxies ? Pas vraiment. On l'a vu en dehors des galaxies. D'accord ? Et donc ça, c'est assez incroyable. C'est que si vous changez le domaine de longueur d'onde, on voit des choses complètement différentes. On a une vision complètement différente de ça. Et ce gaz-là, potentiellement, plus tard,
il va pouvoir former des étoiles. Donc ce système va potentiellement évoluer plus tard, et donc ça nous renseigne sur l'évolution du système, ça nous renseigne sur l'histoire du système, d'accord? Donc ça, c'est la molécule de dihydrogène, c'est un spectre. Alors comment on sait que c'est du gaz froid? Comment on sait que c'est des molécules? Eh bien on fait un spectre, on a fait un spectre, d'accord? C'est exactement ce que je vous ai montré avant, sauf que ce n'est pas un spectre en absorption, on ne voit pas des bandes d'absorption, on voit directement l'émission là, des molécules. Donc on est capable directement de relier l'émission à la quantité du gaz, la masse de gaz. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez cette carte d'identité, ces pics, c'est la même chose que les creux d'avant, d'accord? Sauf que c'est de l'émission. Eh bien, parce qu'on détecte directement l'excitation des molécules, eh bien, on voit ces pics très forts qui sont la carte d'identité d'une molécule, la molécule de dihydrogène, la molécule la plus répandue. 99,9% des molécules dans l'univers sont du dihydrogène. Alors là, vous voyez, je vous ai montré un graphe un peu compliqué, c'est les niveaux d'énergie pour les plus experts, c'est les niveaux d'énergie de cette molécule d'hydrogène. Eh bien, ces niveaux d'énergie correspondent à différentes raies d'émission. Alors, pendant que moi je faisais ce travail, mon directeur, mes deux directeurs de thèse, eux, ils étaient plutôt tranquilles. C'est eux, les deux molécules, les deux atomes d'hydrogène qui s'entendaient très bien ensemble. Eux, ils étaient tranquilles à Los Angeles pendant que je faisais ma thèse. Ils se promenaient sur un bateau, d'ailleurs, qui était intitulé Cosmic Shock. C'est sympa. Et puis, moi, pendant ce temps-là, j'étais plutôt dans ce mode-là. Alors, c'est quoi aussi l'intérêt d'aller dans l'infrarouge? Et là, on arrive au cœur de notre question, finalement, pour remonter dans le passé. Eh bien, à cause de l'expansion de l'univers, la lumière, la distance augmente de ces galaxies, et donc la longueur d'onde que je reçois se décale dans l'infrarouge. Vous avez peut-être entendu parler de l'effet Doppler, d'accord? L'effet Doppler, c'est le décalage de cette longueur d'onde quand une source s'éloigne. Quand une voiture s'éloigne de vous, vous entendez un son plus grave. Quand elle se rapproche, vous entendez un son plus aigu. Donc cette longueur d'onde, émise par les galaxies, elle se décale dans l'infrarouge si on remonte loin dans le passé. Plus la vitesse de ces galaxies, plus l'éloignement de ces galaxies est grand, plus je dois regarder dans l'infrarouge, sinon je rate ces galaxies. Je vais vous illustrer ça par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous regardez dans le passé, plus vous regardez loin, c'est ce qu'on va faire avec James Webb, plus ces raies d'émission, ces raies d'absorption, que vous voyez ici en noir, plus le spectre, la lumière de cette galaxie, va se décaler vers le rouge. Et plus elle se décale vers le rouge, au bout d'un moment, la longueur d'onde que vous voyez avec votre œil, elle se déplace dans l'infrarouge. Et c'est là où il faut regarder. Donc c'est pour ça qu'on va voir dans l'infrarouge, c'est pour voir loin. Alors ça, c'est un graphe un peu technique, mais ça vous montre comment, avec James Webb, on va voir des galaxies lointaines. Donc je vais passer un petit peu de temps, parce que c'est au cœur du sujet. Ça, c'est un spectre aussi, c'est la répartition de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Et là, vous voyez différentes bandes de lumière qu'on va mettre sur le télescope James Webb. Ça, ce sont des filtres. On va filtrer la lumière dans différentes bandes. Donc on va découper cette lumière dans différentes bandes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, si vous avez compris ce que j'ai raconté avant, plus je vois loin, plus ça se décale vers la droite, plus je décale mon spectre vers des grandes longueurs d'onde. Donc ça, c'est le début des longueurs d'onde que je vais voir avec James Webb. Alors ça, c'est une illustration que j'ai prise, ce qu'on fait en ce moment avec le télescope spatial Hubble, mais on va faire la même chose encore plus loin avec James Webb. Donc là, j'ai pris une galaxie qui est très lointaine, à peu près à 600 millions d'années, d'accord? Et vous voyez que cette galaxie, elle n'émet plus dans le domaine visible. Ça, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. 600,06 microns, c'est la longueur d'onde, le pic du Soleil. C'est dans le jaune-vert. Cette galaxie-là, elle est lointaine. Comme elle est loin, son spectre s'est décalé vers le rouge, s'est décalé vers la droite, et je ne la vois plus. Ça veut dire que si je regarde la lumière dans cette bande de longueur d'onde, je ne la vois pas. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Je ne la vois pas là, je ne la vois pas là, je ne la vois pas là. Et d'un seul coup, la lumière qui s'est décalée vers les grandes longueurs d'onde, hop, je la vois apparaître. Et comme ça, en regardant la lumière à différentes longueurs d'onde, eh bien, c'est comme ça que je peux voir à quelle distance ou à quel âge
je regarde dans le passé la galaxie. Alors là, je vous montre un petit film. Qu'est-ce qui se passe finalement quand je regarde les galaxies du proche vers le lointain? Eh bien, petit à petit, la lumière de ces galaxies se décale vers le rouge quand je vais dans le passé, et petit à petit, je ne vois plus la galaxie. Ça veut dire que si je suis là, eh bien, si je ne vois plus cette galaxie dans ce filtre-là et qu'elle apparaît là, je suis capable de dire qu'elle est loin. Donc ça, c'est le principe sur lequel on va travailler par la suite. Alors ça, c'est ce qui s'est passé avant dans l'infrarouge, avant James Webb. C'est la première génération de télescopes dans l'infrarouge. James Webb, ce n'est pas le premier. James Webb, ce n'est pas la suite vraiment de Hubble, c'est la suite de toute une astronomie dans l'infrarouge. C'est ça qu'il faut retenir. On fait des trucs de fou, on envoie des télescopes, on découpe des carlingues de 747, de Boeing 747, on met des télescopes dans l'infrarouge, c'est ce qu'on a fait à partir des années 2010, ça marche encore. Les premières générations, c'était en fait des ballons qu'on a envoyés dans l'espace avec des caméras. Le télescope Spitzer, dont je vous ai parlé avant, et puis le dernier en date, c'est le satellite Herschel, qui a été lancé en 2008 à l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est la génération avant James Webb, finalement. C'est un miroir de 3 mètres de diamètre qui regarde dans l'infrarouge. À l'époque, c'était le plus gros miroir envoyé dans l'espace. Et voilà ce qu'on veut faire maintenant. Alors, en quelques chiffres, ce miroir, c'est 25 mètres carrés. C'est beaucoup. 6 mètres 50, c'est plus de 2 fois la hauteur de ce bâtiment, de cette salle, Ça fait 6 tonnes. Les panneaux qui protègent ce télescope, je vais vous dire pourquoi il faut protéger ce télescope de la lumière du soleil. Et si vous avez compris ce que j'ai raconté avant, pour regarder quelque chose de froid, il faut que les instruments soient froids aussi. Donc il faut protéger ce télescope de la lumière du soleil. Et donc on va déployer des panneaux, des films transparents pour protéger ce télescope du soleil. Donc le soleil, il sera toujours opposé à ces panneaux. Ces panneaux, ils font la taille d'un terrain de tennis. D'accord ? Donc c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est un projet pharaonique. C'est le plus gros projet de télescope spatial. Ça, c'est l'électronique. Donc la lumière arrive ici, sur le miroir qu'on appelle primaire. Vous voyez que c'est un miroir segmenté. On ne peut pas construire un miroir d'un seul bloc, tout simplement parce qu'on ne peut pas le rentrer dans Ariane 5. Je vais vous montrer comment on va faire rentrer ça dans Ariane 5. La lumière arrive ici, elle se réfléchit ici, et elle rentre, et elle est ensuite envoyée dans les instruments. Et il y a toute une électronique pour analyser, pour cartographier, pour disséquer cette lumière, faire ce dont je vous ai parlé avant. Ce télescope, il a une durée nominale de 5 ans. Cette durée, donc c'est court pour les astronomes, ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Ça veut dire qu'il faut tout de suite, dès que le télescope est lancé, faire les premières observations. Ça veut dire qu'il faut être aussi sûr que ça marche. Une durée nominale de 5 ans, ce qui limite la durée de vie de ce télescope, ce n'est pas les instruments, ce n'est pas le fait de devoir refroidir les instruments, parce que tout est en circuit fermé. Ce qui limite la durée de vie, c'est le fait de bouger le télescope. Pour faire bouger ce gros bateau-là, ce gros navire, il faut beaucoup d'énergie, il faut du gaz, et ce qui limite cette durée, c'est ce gaz qu'on emporte pour faire bouger ce télescope, pour le faire pointer là où on veut pointer. Alors si Ariane 5 fait bien son boulot, on devrait avoir du carburant pour faire bouger ce télescope pour au moins 10 ans. Mais la durée nominale, c'est 5 ans. Alors qui était James Webb ? James Webb, c'était un administrateur de la NASA. Ce projet, il a été rebaptisé à sa mort. C'est lui qui devrait porter cette casquette. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui a plutôt une formation dans la finance, ça a été aussi un pilote, etc. Mais il avait plutôt une approche financière de l'administration de la NASA, mais c'était quelqu'un qui poussait vraiment la science. Et c'est un de ceux qui ont vraiment lancé les programmes scientifiques de la NASA. C'est pour ça qu'on a rebaptisé ce télescope James Webb. Alors ça, c'est une maquette qui vous montre un peu l'échelle. C'est un modèle, une maquette qui a été faite à l'échelle. Et tout ça pour vous dire aussi que c'est grand, c'est un gros truc, et aussi parce que je parle au nom de centaines de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillent sur tous ces systèmes, l'optique, l'électronique, les instruments, j'en parlerai après.
Ça, c'est les premiers miroirs qui ont été testés. Hein. Les Américains, ils aiment bien faire des photos, mais c'est assez sympa. Vous voyez que c'est des miroirs qui ont un revêtement en or, c'est des miroirs en beryllium qui coûtent extrêmement cher. Ça, c'est le cœur du système. Là, on découvre ces miroirs. D'accord ? Vous voyez la taille hein, par rapport... on découvre progressivement ces miroirs. Et puis, depuis juillet 2016, eh bien, la surface du miroir va rester complètement ouverte jusqu'au lancement. Là, vous voyez l'installation de ces miroirs. Là, vous voyez la salle à Goddard, à côté de Washington. Il y a une grande salle blanche hein, où on fait attention à ce que l'air soit extrêmement purifié pour ne pas perturber l'optique du télescope et les instruments. Tout ça, c'est dans une grande salle où on assemble l'élément optique de ce télescope. Les panneaux solaires, ils sont développés en Californie. Là, vous voyez une des dernières images du test de toute la structure qui supporte ces miroirs. Et ces miroirs, vous savez peut-être que Hubble, quand on l'a lancé, il était myope. D'accord ? On avait des images floues. Mais je vais vous montrer que ce télescope, donc on a pu aller le réparer parce que Hubble était à 500 km de la Terre en orbite. Mais là, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ce truc-là va aller à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc on ne peut pas envoyer quelqu'un là-bas. Si on peut l'envoyer, mais il ne reviendra pas. Okay ? Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on met ces petits miroirs sur des vérins hydrauliques où on peut ajuster la forme géométrique du miroir pour avoir l'image parfaite. D'accord ? Et là, eh bien, c'est prêt pour le grand saut. Ce truc-là, c'est une énorme chambre à vide où on refroidit le télescope, où on le met dans le vide pour le tester. Comment est-ce qu'on va se comporter dans l'espace? Donc on rentre tout ce truc dans une énorme chambre à vide, et ça c'est fait à Houston, au Texas. Et en ce moment, le télescope est dans cette chambre, et en ce moment, les données sont en train d'être prises pour le tester. Donc on est vraiment en pleine actualité. En ce moment, c'est la dernière grosse campagne de test optique, électronique, fonctionnelle de ce télescope. Là, vous voyez une image quand le système est rentré. Regardez la taille, hein. Et regardez la taille du miroir, de ces tiges qui supportent le miroir secondaire, en fait, à pratiquement plus d'une dizaine de mètres au-dessus du miroir. Donc tout ça, ça va se déployer dans l'espace. Ça, ce sont les panneaux solaires qui vont être installés sur le télescope, qui sont développés en Californie, à Los Angeles. D'accord ? Et une des contributions, alors il n'y a pas que les Américains qui travaillent sur ce projet, souvent c'est NASA, James Webb Space Telescope, mais en fait, l'Europe a une contribution extrêmement importante parce que on construit les instruments qui vont analyser cette lumière. Les Américains construisent des panneaux solaires, le télescope, mais les Européens et les Canadiens construisent les analyseurs de cette lumière, les imageurs, les spectroscopes qui vont analyser cette lumière. Et c'est une contribution fondamentale. Alors là, ce gros truc, c'est un spectroscope dans l'infrarouge. Ça va faire les cartes d'identité du gaz dont je vous ai parlé. C'est NIRSPEC. C'est fabriqué en Hollande par l'Agence spatiale européenne. Cet instrument-là, c'est l'instrument sur lequel je travaille qui s'appelle MIRI, qui va travailler à plus grande longueur d'onde. Au centre, c'est un instrument canadien, etc. Et ça, vous voyez toute la structure qui supporte ces instruments et qui va être mise à l'arrière du miroir. Ça, c'est la caméra infrarouge, une partie de la caméra infrarouge en test, quand on a testé l'alignement optique de cette caméra au CEA. D'accord ? Et là, vous voyez des astronomes contents, enfin des ingénieurs contents d'avoir terminé et livré la fabrication de NIRSPEC, du spectro. Alors, on enveloppe les instruments de papier d'alu là pour les protéger du rayonnement extérieur, du rayonnement cosmique. D'accord ? Alors là, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour ce télescope? C'est le début d'un long voyage. Déjà, ce télescope a bougé de Washington jusqu'à Houston, au Texas, pour les tests dans ce frigo géant là. Ensuite, tout va être envoyé par camion à Los Angeles, en Californie, pour l'assemblage final de l'ensemble du télescope, des panneaux solaires, des instruments et du bloc optique. Et puis ensuite, tout ça, ça part par bateau. Alors ça paraît assez dingue, mais tout ça, ça part par bateau jusqu'à Kourou, mi-2018, pour l'assemblage dans la coiffe
d'Ariane 5. Alors comment est-ce qu'on va faire rentrer tout ça dans Ariane 5 ? C'est un peu un jeu d'origami. Ce télescope, c'est un truc qui se plie dans tous les sens pour rentrer. Rappelez-vous que ça fait pratiquement 7 mètres de diamètre, et la coiffe d'Ariane 5, c'est à peu près 3 mètres et demi. Donc il faut plier tout ça pour rentrer dans la coiffe de la fusée. D'accord ? Et ça, c'est l'orbite du télescope. Ce télescope, il va être placé en orbite, mais très loin de la Terre. Vous voyez, alors ce dessin n'est pas à l'échelle, d'accord ? La distance Terre-Soleil est bien plus supérieure. Mais il y a 1,5 million de kilomètres qui séparent. Ce télescope, il va être mis à ce qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2. Lagrange était un mathématicien qui a calculé l'équilibre des forces autour du système, dans les systèmes solaires, et qui en a déduit que à ce point-là, eh bien, on pouvait mettre quelque chose, et ce quelque chose allait y rester tranquillement. Donc on va envoyer le télescope spatial Hubble, lui, il est en orbite tout près de la Terre, mais le télescope James Webb va voyager pendant pratiquement 3 mois pour aller au point de Lagrange numéro 2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et vous voyez qu'on s'en sert aussi pour protéger le télescope de la lumière du Soleil. Et donc on oriente toujours ce télescope perpendiculairement et on met les panneaux de protection de la lumière du Soleil perpendiculairement à la lumière du Soleil. D'accord ? La Lune est là. Et voyez ce qui va se passer, c'est que ce truc-là va se déployer dans l'espace. Donc on déploie la structure, on déploie le miroir secondaire et on déploie le miroir primaire. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans l'espace. Pendant le voyage, en fait, tout ça, ça va se déplier. On va là, vous voyez, le déploiement des panneaux, des films de protection pour le rayonnement solaire. Tout ça, ça va se déplier. Il y a 5 petites couches. Et ça, c'est ce qui illustre ce que je vous ai dit avant. La lumière arrive sur le miroir primaire, se réfléchit sur le secondaire et est envoyée à l'intérieur dans les instruments. D'accord ? Okay. Alors ça, c'est le flyer de la NASA. C'était le flyer de la petite fête organisée peut-être sur les plages de Los Angeles. Mais ce n'est pas en 2018, vous avez peut-être entendu parler qu'alors il va falloir qu'ils refassent leur flyer. Vous avez peut-être entendu parler que le lancement a été repoussé au printemps 2019. Donc restez en contact avec tout ça. Au printemps 2019, on devrait lancer ce télescope. D'accord ? Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ? Oui. Un petit peu ? Un quart d'heure ? Ça va ? Vous n'êtes pas trop fatigué, non ? Vous ne saturez pas ? Alors, je vous ai déjà parlé beaucoup de formation des galaxies, de comment on va remonter, pourquoi on veut regarder des galaxies distantes, quelles techniques on va employer pour les regarder. Là, je vais essayer de vous parler plus de processus physiques, de sciences. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce sont les processus physiques qui sont associés à la formation des galaxies. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais finalement, ce qu'on va regarder, c'est ce genre de truc. Alors, je vous en ai déjà parlé. Finalement, Galilée avait dit la galaxie n'est rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables. Ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas uniquement des étoiles. Et vous l'avez compris, il y a aussi du gaz, de la poussière. C'est ce qui fait que ça absorbe le rayonnement. C'est ces bandes de nuages noirs que vous voyez là dans les bras spiraux. Alors ça, c'est une galaxie M101 prise par le télescope spatial Hubble qui ressemble à notre propre galaxie. La Voie lactée, c'est une galaxie spirale comme ça avec des jolis bras spiraux, mais ça c'est une galaxie qu'on voit, une galaxie externe et qu'on voit de face, d'accord ? Donc on voit bien sa structure. Et puis il y a la fameuse matière noire, d'accord ? Donc une galaxie, c'est une pouponnière d'étoiles qui vit ensemble, c'est une ruche d'étoiles. Toutes ces étoiles et ce gaz vivent ensemble. Et puis tout ça, c'est maintenu par la gravité associée à la matière noire. Je vais en parler un petit peu par la suite quand même, parce que cette matière noire a un rôle fondamental dans la formation des galaxies. Et on apprend indirectement, avec ce télescope, des choses sur la matière noire. D'accord ? Une galaxie, c'est grand. D'accord ? Distance 18 km. Donc c'est 1 avec 18 zéros derrière. D'accord ? C'est 100 000 années-lumière. C'est quelque chose de très grand. Nous, on pourrait être là. Nous, on habite en fait, si ça c'était la Voie lactée, on habite un peu dans la banlieue. Donc vous êtes là.
On voit des étoiles en formation à partir de nuages de gaz dont j'ai parlé avant. On voit aussi des étoiles jeunes, des pouponnières d'étoiles que vous avez vues avant, et puis des vieilles étoiles au centre qu'on voit plus dans l'infrarouge. D'accord ? Je vais reparler de ça. Alors, pour finalement parler de formation des galaxies, il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous ai dit que ce qu'on cherchait, nous, à faire en tant qu'astrophysiciens, c'est de rembobiner le film. C'est de revenir en arrière pour comprendre nos origines, pour comprendre l'origine de la galaxie. D'accord ? Et la découverte qu'a fait Hubble dans les années 1920, il s'est aperçu d'une chose, ça c'était le télescope qu'il utilisait sur les montagnes au-dessus de Los Angeles, au mont Palomar. Il a découvert, ça c'est Hubble, derrière il utilisait des plaques photos. Hubble en 1924, on regardait vraiment à l'œil, on faisait des photos, ensuite on développait ces photos, on analysait tout sur papier photographique. D'accord ? Voilà M31, la galaxie d'Andromède, vue par Hubble en 1924. Là, je ne sais pas trop ce qu'il avait voulu dire, mais ok. Et il a publié des choses, mais il a surtout découvert un truc fondamental dont je vous ai parlé avant, c'est le fait que plus les galaxies sont distantes, plus elles s'éloignent vite. D'accord ? Leur vie, à cause de l'expansion. Alors, on dit souvent que Hubble a découvert l'expansion de l'univers. C'est pas vrai. Hubble ne croyait pas à l'expansion de l'univers. D'accord ? Il n'a pas interprété ça comme ça, mais il a vu cette fameuse loi d'évolution qui donne, en fonction de la distance, plus la distance d'une galaxie est grande, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Comment il a fait pour mesurer la vitesse ? Il a utilisé ce dont je vous ai parlé avant, l'effet Doppler, le décalage des longueurs d'onde. Plus elles se décalent vers le rouge, plus elles vont vite, plus elles vont loin. D'accord ? Donc il a découvert cette loi, et il a dit, plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent, mais il n'a pas interprété ça comme de l'expansion, c'est Lemaître, c'est le mathématicien Lemaître qui a fait la bonne interprétation, parce que l'interprétation, c'est pas que toutes les galaxies s'éloignent de nous, les galaxies sont fixes dans une trame d'espace-temps qui s'expand. C'est différent. L'interprétation est complètement différente, et la bonne interprétation a été faite par Lemaître, en fait, où c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate, et donc, en apparence, les galaxies s'éloignent de nous. D'accord ? Alors, maintenant, à partir de ce postulat, Gamov, un physicien russe, s'est dit, mais si l'univers est en expansion, aujourd'hui, c'est que quand l'univers était jeune, il était très petit. Donc si on remonte le film dans le temps, on devrait voir des reliques de la formation de la première lumière, des formations des premières galaxies. On devrait voir des reliques de tout ça. D'accord ? Et donc il s'est dit, eh bien il a calculé, c'est le premier qui a mis la dynamique, l'expansion de l'espace-temps dans les équations de la relativité générale d'Einstein. Et à partir de ça, il s'est dit, eh bien, si l'univers est en expansion, si je remonte le film, il devait être plus chaud dans le passé. Donc à cause du décalage vers le rouge, je devrais voir de la lumière très froide à l'heure qu'il est, parce qu'elle s'est décalée, elle vient de très loin, elle s'est décalée vers le rouge, et vous avez compris que plus je me décale vers le rouge, plus la lumière est froide. Mais il a fait un pari avec ses étudiants, c'était aussi un brillant professeur, il a fait un pari avec ses étudiants, il a calculé la température d'émission qu'on devrait recevoir sur Terre, 2,7 Kelvin, moins 266 degrés, d'accord, la lumière très froide, mais il a dit à ses étudiants, il a fait un pari, il a dit, je vous parie qu'on ne verra jamais cette lumière. Okay. Et bien il a perdu son pari, parce que vous savez peut-être que dans les années 70, Penzias et Wilson, par hasard, ont découvert ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, la première lumière qui a été les premiers photons qu'on peut détecter 380 000 ans après la naissance de l'univers. Donc si je remonte le film en arrière, ça c'est une trame qui vous montre l'évolution de l'univers en fonction du temps. Aujourd'hui on est là, à 13,7 milliards d'années, on voit des galaxies proches, d'accord ? Je remonte,
Les premières galaxies se sont formées à peu près entre 200 et 300 millions d'années. C'est ces premières galaxies-là qu'on cherche avec le télescope James Webb. Les premières étoiles se sont formées un petit peu avant, je ne vais pas parler de tout ça, mais à un moment, on n'avait plus du tout de galaxies, l'univers était homogène, c'était plus qu'un gaz, et à un moment, les électrons se sont recombinés avec les protons. D'un seul coup, les photons ont pu passer à travers ce brouillard, et on peut voir cette première lumière. Cette première lumière, c'est ce fond diffus cosmologique. C'est la première relique, c'est les premières traces, c'est les premiers grumeaux, les premières graines de formation des galaxies. C'est cette première lumière-là qui nous dit qu'il y avait des petites homogénéités. Et vous connaissez peut-être cette carte qui a été vue par le satellite Planck, à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, parce que beaucoup plus froides que James Webb. Mais tous ces petits grumeaux que vous voyez là, on pense aujourd'hui que ce sont les graines, les inhomogénéités qui ont donné naissance aux premières galaxies. Puis le Big Bang est là. Donc ce que vous voyez en fait, c'est la grande question, une des grandes questions qu'on se pose avec le télescope James Webb, c'est de comprendre tout ça commence à se complexifier. Finalement, on est parti de quelque chose de très simple, et avec le temps, on est arrivé à quelque chose de très complexe, avec des molécules, des atomes, quelque chose de très structuré, beaucoup de vide aussi, mais quelque chose de très structuré avec beaucoup de galaxies, donc une croissance de cette complexité avec le temps, et c'est tout ce film-là qu'on essaye de découvrir, en fait, avec ces télescopes. D'accord ? Alors, je vais peut-être passer sur certaines choses, parce que je ne veux pas non plus être trop technique, mais ce que je vais vous montrer, c'est que ce qu'on pense de cette formation des galaxies, c'est que, vous savez peut-être qu'une grosse partie de la masse dans l'univers n'est pas ce que je vous ai montré avant, n'est pas de la lumière visible, mais de la matière noire. Et cette matière noire, elle a une influence gravitationnelle sur le gaz, sur ce qui forme les étoiles. Donc la formation des galaxies est quelque chose qui doit dépendre de cette matière noire. Et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est hyper simple à simuler, à mettre dans un ordinateur. Cette simulation, elle date maintenant de presque 15 ans. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez la faire sur votre téléphone portable, cette simulation. C'est une centaine de particules, d'accord, qu'on fait interagir. Donc on prend la carte que je vous ai montrée avant, grosso modo, hein, on prend la carte que je vous ai montrée avant de ces petits grumeaux, on met de la matière noire, on laisse tout ça évoluer par la gravité. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'univers qui s'expand, d'accord, avec un modèle d'expansion, mais on voit qu'il y a des grumeaux qui se forment. Ça, c'est pas de la matière, c'est pas des galaxies, c'est des grumeaux de matière noire. Et on pense que ces grumeaux de matière noire, comme ils forment des puits de potentiel gravitationnel, hein, comme ils forment des endroits où la matière va couler, va tomber dans ces puits de potentiel et former des galaxies, eh bien on pense que finalement ce qu'on peut apprendre avec ces simulations-là nous renseigne sur le processus de formation des galaxies. Donc dans les modèles, dans les simulations numériques qu'on fait sur ordinateur, on associe de manière ad hoc, on ne sait pas très bien ce qui se passe de manière physique, mais de manière ad hoc, on associe le gaz qui forme les étoiles à la matière noire. Et donc, vous voyez, là, ce que vous voyez en fait, c'est des grumeaux qui devraient former des galaxies. D'accord ? Alors, quand on fait ça aujourd'hui, ou il y a quelques années, on observe plutôt un truc comme ça. Donc là, avec beaucoup plus de particules, là, il ne faut pas un téléphone portable, hein, il faut un ordinateur de la taille de 3 fois ce bâtiment hein, pour faire cette simulation. D'accord ? Mais ce qu'on voit, ce qui est frappant, c'est que les galaxies, si on suppose que ces galaxies sont au centre de ces grumeaux de matière noire, elles ne sont pas déconnectées entre elles. Elles ne sont pas isolées. Les cartes que je vous ai montrées, les photos de Hubble que je vous ai montrées avant, on a l'impression de voir des grumeaux complètement isolés. Ce que révèlent ces simulations, ce ne sont que des simulations, mais ce que révèlent ces simulations, c'est que toutes ces galaxies sont interconnectées par un réseau de filaments qui ressemble un peu à un réseau de neurones, d'accord ? Mais ces galaxies sont interconnectées par ces filaments. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que cette matière visible de ce gaz qui forme des étoiles,
coulent dans ces filaments et à l'intersection de ces filaments se forment des galaxies. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose de fondamental parce que si on associe la matière visible, les étoiles, le gaz, à cette simulation, on devrait voir si on fait des relevés de galaxies, si avec mon télescope je pointe à différents endroits et si je mesure la distance, je devrais voir cette toile cosmique. Je devrais voir ça. Est-ce que c'est le cas ? Je passe. Eh bien oui. Quand je fais un relevé, je suis ici sur la Terre, je mesure la distance et la position des galaxies. Chaque point, là, est une galaxie. D'accord ? Sauf que, en bleu ou en rouge, il y a des observations et des simulations. Lesquels de ces panneaux, bleus ou rouges, sont des simulations et des observations ? Est-ce que vous pouvez voir la différence ? Est-ce que comme ça, vite fait, à l'œil nu, vous êtes capable de voir une très grande différence ? Ben non. Et en fait, je vous donne la réponse. Ça, ce sont les observations. Ça, ce sont les simulations sur ordinateur. Donc, ce qu'on voit colle assez bien avec ce qu'on a simulé sur ordinateur, uniquement en associant de manière ad hoc la matière noire à la matière visible. Donc, c'est fondamental. Ça, on comprend très bien aujourd'hui la répartition spatiale des galaxies dans l'espace. On est capable de les reproduire sur un ordinateur. Pourtant, alors là, ça voudrait dire, est-ce que j'ai tout compris de la formation des galaxies ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'envoyer James Webb dans l'espace ? Je reviens à ma question de départ. La réponse est oui. Pourquoi ? La réponse principale, c'est que, ok, on comprend très bien la répartition spatiale de ces galaxies, on comprend assez bien, donc on se dit que finalement le modèle de matière noire n'est pas si mauvais que ça, parce que ça fait 50 ans que ce modèle existe et qui tient la route, d'accord ? Mais on n'arrive pas bien à reproduire les propriétés physiques des galaxies. Tous ces modèles sur ordinateur reproduisent très mal la quantité de gaz, la fraction entre le gaz et les étoiles, la forme. Donc beaucoup de choses sont encore à découvrir. Les processus physiques qui forment les étoiles dans les premières galaxies, on n'en a pour l'instant aucune idée. Et je vais vous montrer un graphe ultra simple qui vous montre la difficulté, une des difficultés sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est la prédiction simplement du nombre. Là, je vous ai montré une carte avec la répartition spatiale, mais je ne vous ai rien dit sur le nombre. Est-ce que le nombre de galaxies qu'on prédit est le bon ? Eh bien non, en fonction de la luminosité, en fonction de la masse. Eh bien ça, c'est ce qu'on pense, c'est ce que nous donnent les ordinateurs, en rouge, et ça, c'est ce que nous donnent les observations. Mais ce que je ne vous ai pas montré, là, c'est l'échelle. Là, c'est quasiment 2 ordres de grandeur. Donc, à faible luminosité, on sous-estime d'un facteur 100, on surestime, pardon, dans les ordinateurs, un facteur 100, le nombre de galaxies. Et on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui. D'accord ? Même chose, à grande masse, à grande luminosité, là, il y a plus de 2 ordres de grandeur entre les simulations. Alors, il y a des tentatives, hein, quand on a un truc comme ça dans les ordinateurs et dans les observations, on se dit « Ah, il y a un truc qui ne va pas », donc les modélisateurs, les physiciens travaillent, et il y a des hypothèses. Hein. La question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment les mettre au régime, parce que ces galaxies qu'on prédit dans les ordinateurs sont trop grosses, simplement. Il y a trop d'étoiles, il y a trop de gaz. D'accord ? Et une des hypothèses, c'est l'action des trous noirs qu'il y a au centre de galaxies qui évacueraient beaucoup de gaz. Une autre hypothèse, c'est de se dire que finalement l'association du gaz entre la matière noire dans ces simulations est peut-être pas si simple que ça. On peut peut-être pas faire une corrélation 100%. Donc peut-être que l'efficacité de formation des étoiles, l'efficacité du gaz qui coule dans ces filaments cosmiques, elle ne forme peut-être pas complètement à 100% des étoiles. Donc voilà, je vais terminer sur ces questions ouvertes pour vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et que ce télescope, il ne va pas répondre à toutes ces questions. Il va permettre d'avancer, de
de faire une première étape, mais il y en aura d'autres, d'accord, des étapes pour répondre à ces questions, mais on va faire un grand bond en avant avec ce télescope. Et je vous remercie de votre attention et désolé si j'étais un peu...